Bonjour à tous. Donc, nous, on va vous présenter un sujet sur que deviennent nos mots de passe après un leak de données. Donc, vous avez sans doute entendu parler de leaks de données sur ces dernières années. Il y en a des très connus, on va y revenir. Juste pour information, une présentation qu'on avait déjà donnée à la conférence Mixit qui se déroule à Lyon. C'était en 2019. Donc, voilà, c'est juste pour préciser ça. Euh, alors, on va commencer par une petite vidéo d'introduction. Alors, je crois qu'on a un petit souci technique avec le son, mais c'est pas grave, on a les sous-titres. Et je vous ferai un résumé juste après. Ok, donc, bon, sans le son, c'est un peu moins marrant. Mais pour résumer, c'était un extrait donc, de la première saison de la série Mister Robot. Et dans cet extrait, donc, il va essayer de craquer le mot de passe d'une cible, de quelqu'un qui l'a ciblé. Et donc, nous, dans cette présentation, on va essayer un peu de revenir sur ce qu'il a fait, en fait, plus précisément. Et on va expliquer un peu les détails de ce qu'il a fait. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Mickaël Jeanroy. Donc, je suis développeur chez Malte. Donc, il y a mon Twitter, mon GitHub. Et Oussem, je te laisse te présenter. Du coup, moi, je m'appelle Oussem El Hadjamed, je suis aussi développeur chez Malte. Voilà. Next. Alors, en fait, pour expliquer un peu tout ce qu'on va faire, on va vous raconter une petite histoire. Donc, avec Oussem, on travaillait ensemble il y a quelques années dans une autre société, dont on ne citera pas le nom, mais en fait, tout ça, c'est presque inspiré de faits réels ou pas. Mais pour prendre un jour de congé, donc comme dans beaucoup de sociétés, on doit faire une demande dans une application et on doit attendre la validation de notre chef. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, Oussem s'est posé la question s'il pouvait prendre lui-même ses congés et comment. Si oui, comment. Non, vas-y, next. Donc pour ça, on avait une application pour valider ses congés, donc on va appeler Kelio, donc qui existe même en fait en vrai, mais c'était l'application dans cette société. On connaît l'email pour s'authentifier, l'email de notre chef, hein, puisque c'est facile, c'est son prénom.nom arrobas le nom de sa société. Et le mot de passe, c'est tout ce qui nous manque, en fait. Donc, quel est son mot de passe? C'est une très très bonne question et c'est la question qu'on va essayer de résoudre dans ce talk. Alors, on s'est imaginé plusieurs solutions pour récupérer son mot de passe et une des solutions, c'est pourquoi ne pas lui demander directement? Et pour l'info, ça peut marcher. Donc là, on a une vidéo, donc c'est dommage, on ne va pas la lancer parce qu'on n'a pas de son. Ouais. Et il n'y a pas de sous-titres, mais si j'en fais le résumé, c'est un journaliste qui se promène dans la rue et qui demande à une jeune fille, alors c'est pas du tout sexiste, il y a des filles, des garçons, on a juste pris le début de la vidéo, voilà, qui demande à une jeune fille son mot de passe, elle dit non, je ne vous le donnerai pas, et il lui demande comment elle se rappelle de son mot de passe tous les jours, donc elle explique que son mot de passe est constitué d'informations personnelles type le nom de son université, l'année de son diplôme, et de fil en aiguille, il lui pose les questions qui lui amènent à avoir les réponses à toutes ces questions-là, et donc il peut reconstituer son mot de passe. Voilà, c'est le résumé de la vidéo, elle est très drôle, elle dure plusieurs minutes sur YouTube, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens qui se font prendre, c'est très symptomatique, mais c'est assez drôle. Donc nous, on s'est dit, on va pas lui demander directement, ça va être ça va pas être très discret, et puis c'est aussi le challenge tech qui nous intéressait. Donc on s'est basé sur des faits. Donc les faits actuels sont que d'après des études américaines, alors déjà plus d'un quart des utilisateurs utilisent une suite logique pour leur mot de passe. Il y en a peut-être qui seront concernés ici, mais par exemple, ça va être pour des exemples très simples, ça va être QWERTY, AZERTY, suivant si on est anglo-saxon ou français. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Plus de la moitié des internautes n'utilisent qu'un seul mot de passe pour toutes leurs applications. Euh, Ça, je suis sûr que parmi les personnes qui regardent ce webinaire, c'est le cas. Et top 3 des mots de passe les plus utilisés, alors ça, c'est ceux qui sont apparus dans les différents leaks, mais souvent, donc le top 3 des mots de passe les plus utilisés vont être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou QWERTY ou AZERTY, donc ça rejoint un peu le premier point.
Donc, en conclusion, bien souvent, les mots de passe sont réutilisés, c'est ce qu'on va appeler un corpus, et quand ils ne sont pas réutilisés, en fait, ils vont être réutilisés sous des variations qu'on va appeler assez simples. Par exemple, vous partez d'un mot de passe, et puis par exemple, sur un autre site, vous allez remplacer les O par des zéros, ou vous allez concaténer par une suite de chiffres. En fait, vous utilisez le même mot de passe, mais vous utilisez des variations qui permettent en fait d'avoir des mots de passe différents par site web, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas si compliqué de les deviner. Next. Donc, le challenge peut commencer. À partir de ces faits, on va essayer de déterminer tout ça. Je te laisse la main, Oussem. Ah non, je continue. Donc, pour ça, on a un site très intéressant qui s'appelle Have I Been Pwned. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui recense les différents leaks et qui vous permet de savoir, pour un email donné, est-ce que vous avez été référencé dans des fuites de données et quelles données ont fuité. Donc, ça va être par exemple des mots de passe, des emails, des prénoms, noms, etc. etc. Donc, c'est fait par une personne qui s'appelle Troy Hunt, qui est quelqu'un de très très compétent, très fort. Et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas dedans, vous avez de la chance. Moi, j'y suis, Oussem y est. Je pense que beaucoup de gens y sont, sont apparus dans des fuites de données. Donc, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si notre chef est impacté par un leak de données pour voir en fait derrière si on arrive à récupérer son mot de passe ou pas. La première étape déjà, c'est de savoir dans quel leak on va regarder. Donc, on va aller voir sur Have I Been Pwned. Du coup, voici à quoi ça ressemble le site. En fait, c'est hyper simple. Il suffit juste de taper son adresse mail en fait, pour savoir si on est impacté par un leak ou pas. Là, je vais mettre l'adresse mail de mon chef et je regarde. Là, bonne nouvelle pour nous, c'est que notre chef il est impacté par 5 leaks. Du coup, si on regarde un peu plus de détails, là on voit que l'adresse mail de notre chef elle apparaît dans le leak 3.0 Webhost, Last.fm, OVH, LinkedIn et Dropbox. Et dans chaque leak ici, on peut voir il y a quoi comme données en fait dans ces leaks. Par exemple, dans 3.0 Webhost, on trouve l'adresse mail, l'adresse IP, les noms et les mots de passe. Il y a la même chose pour les autres leaks. Et ce qu'on peut voir ici dans ces 5 leaks, il y a ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a le mot de passe de notre chef. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble avec Beanpwn. Franchement, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'est super. Enfin, il y a des features super intéressantes, genre le Notify Me qui permet de. En fait, avec Beanpwn va vous envoyer un mail dès qu'il détecte qu'il y a votre adresse mail est impactée par un leak. Il y a le domain search. En fait, c'est la même chose que Notify Me, mais ça va chercher sur un nom de domaine. Par exemple, vous pouvez activer ça pour votre entreprise pour savoir est-ce que si un de vos collègues qui est impacté par un leak. Et voilà, enfin, je vous laisse regarder. Il y a pas mal de features sympas. Voilà. Donc, on a vérifié, on a vu que notre chef est impacté par 5 leaks. On va passer à la suite. On va commencer par le premier leak. Le premier leak, on a vu que c'était 3.0 Webhost. Le leak il date de mars 2015 et ça contient à peu près 15 millions de données utilisateurs. Ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on peut trouver dans ce leak, c'est le nom, l'adresse IP, l'email et surtout le mot de passe qui est en plain text. Déjà, en 2015, stocker un mot de passe en plain text, voilà, moi je trouve ça limite, mais bref. Si vous voulez avoir plus d'infos en fait sur ce leak-là, on vous a mis un lien. Il suffit juste de chercher. En fait, c'est le vrai rapport du site. En fait, ils ont expliqué comment l'attaquant a pu accéder à ces données-là. Il me semble qu'ils expliquent que c'est lié à une ancienne version de PHP, etc. Où on peut trouver ces leaks-là? En fait, la réponse le plus simple, c'est sur le dark web. On peut trouver ça dans des forums sur le dark web, dans des marketplaces, etc. Par exemple, là, on vous a mis un petit screenshot de quelqu'un qui essaie de vendre le leak LinkedIn, mais déjà craqué. Alors, il a récupéré le leak avec les mots de passe hachés, il a craqué les mots de passe et ils vont les mots de passe en plain text. Mais en fait, pas que. Les leaks, on les trouve pas que sur le dark web. On les trouve un peu partout en fait. On les trouve sur des forums
de hackers sur des sites sur ce qu'on appelle le ClearNet. On peut aussi nous-mêmes tomber sur des leaks. En fait, on voit tout le temps des bots qui sont en train de scanner des ranges d'adresses IP. Et en fait, ils essaient de chercher est-ce qu'il y a un Elasticsearch. En fait, le cas classique, c'est que si un Elasticsearch un peu exposé sans authentification, une base Mongo, etc. Ou des fois, on peut tomber sur des fichiers de dump oubliés. Enfin, l'Ops ou le dev, il a fait un dump sur le site et il l'a laissé. Voilà. On peut tomber sur ce genre de cas. Là, on vous a mis 2 screenshots des 2 sites qu'on a trouvés où on peut télécharger des dumps. Là, par exemple, c'est pas le dark web, hein, voilà, enfin, c'est mon navigateur classique. J'ai rien fait, mais on est tombé sur ces dumps, sur ces leaks. Mika. Pardon. Ça, c'est un petit extrait du leak 00 Webhost, donc on a récupéré, donc on a essayé d'anonymiser un peu, mais en gros, vous avez les noms, les emails, les IP et les mots de passe qui sont en clair ici. Donc ça, c'est les vrais mots de passe, ils ne sont pas du tout hachés ou quoi que ce soit. On verra plus tard ce que c'est qu'un hash et en quoi c'est intéressant. Next. Donc, à partir de là, on peut essayer de récupérer l'email, le mot de passe de notre chef qui est présent dans ce leak-là. Donc, vas-y, Oussem, je te laisse lancer les commandes puisque c'est toi qui partages ton écran. Donc là, on vous affiche un peu le fichier qu'on a récupéré. Donc, on a enlevé tout. Pour la démo, on a laissé que quelques lignes. Et donc là, il nous suffit juste d'aller chercher la bonne ligne ici et on a accès au mot de passe, donc ici qui est password avec un 0 à la place du O. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple. On a un leak où les mots de passe sont en clair. Voilà. Donc ça, c'est l'application qu'on va essayer de bypasser. Bon, ça ne marche pas. On peut passer au leak suivant. On essaie le leak suivant, Oussem. Donc ça, c'est le leak Last.fm, donc, qui date de mars 2012, septembre 2016. Donc il y a environ 37 millions de données utilisateurs. Et ce qu'on trouve dedans, ça va être les noms d'utilisateurs, les emails, ce qui est intéressant pour nous, et les mots de passe qui sont en MD5. Et on trouve aussi l'activité sur le site, ce qui nous intéresse beaucoup moins. Du coup, nous, on a 2 champs qui nous intéressent, l'email et le mot de passe en MD5. Alors, vous pouvez me poser la question, qu'est-ce qu'un mot de passe en MD5 ? Donc ça, c'est un hash. Et on va essayer de revenir expliquer un peu ce que c'est. Donc, vas-y, next. Donc, un mot de passe qui est haché en MD5, donc en fait, c'est un mot de passe qui n'est pas en clair. Donc, ça veut dire qu'il a été transformé par une fonction de hachage. Ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, une fonction de hachage, c'est juste une fonction qui va calculer une empreinte numérique. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. C'est une empreinte numérique qu'on peut aussi appeler un hash à partir d'une information en entrée. Donc, par exemple, vous donnez un mot de passe en entrée et ce que vous obtenez en sortie, ce n'est plus le mot de passe que vous aviez en entrée, c'est une signature de ce mot de passe, mais qui va vous permettre de stocker l'information du mot de passe, mais dans une version non lisible par un utilisateur lambda. Donc, ce qui est intéressant avec la fonction de hachage MD5, c'est que pour un input donné, vous avez toujours le même hash en sortie. C'est-à-dire que si vous donnez un mot de passe en entrée, vous pouvez appliquer la fonction MD5 plusieurs fois sur la même mot de passe en entrée, vous aurez toujours la même sortie. Donc, un mot de passe en MD5, quand on récupère un leak de données et qu'on trouve un mot de passe qui a été haché, on peut essayer de deviner un peu quelle a été la fonction de hachage en entrée. En l'occurrence, MD5, c'est assez significatif puisque ça va être stocké sur 128 bits. Donc ça, c'est pas très clair pour nous, mais en fait, quand vous allez le récupérer sous un format de 32 caractères en hexadécimal. Ce sera toujours 32 caractères. Donc ça, c'est assez significatif du MD5. Next. Donc, pour donner un petit exemple, par exemple, reviens juste à celui d'avant. Le slide d'avant, s'il te plaît. C'est le slide d'après. Hein, mais... Ah, pardon, c'était le slide d'après. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, c'est assez significatif, mais vous sachez qu'il existe aussi des outils qui vous permettent d'identifier de manière plus ou moins certaine, à partir d'un hash, quel a été l'algorithme utilisé en entrée. Donc, par exemple, vous avez Hash Identifier qui est dispo nativement sur Kali Linux. Vous avez aussi HID
qui est le remplaçant de hash identifier. Mais par exemple, si on fait un exemple avec ici, donc on installe l'outil sur notre poste et qu'on lance cette commande HID-M, ce qui nous permet d'avoir certains paramètres sur l'output, et que vous donnez le hash en entrée, vous avez toute une liste d'algorithmes qui sont susceptibles d'avoir été utilisés. Donc après, suivant le hash que vous avez récupéré, quand vous récupérez un leak de mot de passe, souvent ça va être plutôt du MD5 et pas du MD2 ou MD4 par exemple. Vas-y, next. Donc, si on prend un exemple de l'algorithme MD5, donc supposons qu'on essaye de hasher le texte Malt en MD5, on aura telle sortie, donc vous pouvez tester d'ailleurs, et Malt 2019, vous avez une autre sortie, donc vous avez deux sorties différentes, et c'est cette sortie-là qui est stockée en base de données et qui va être disponible dans les leaks. Donc, le MD5, c'était très populaire au début des années 2000. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est très très rapide. Donc, par exemple, on avait fait des tests, on génère 1 million de hash en 400 millisecondes sur un simple MacBook Pro. 1 million, c'est énorme. Et par contre, on entend souvent que le MD5 n'est pas sécure, dans le sens où il a déjà été cassé en 2004, et en fait, on peut générer des collisions assez facilement. C'est-à-dire que pour deux entrées différentes, vous obtenez le même hash en sortie, ce qui n'est pas terrible. Donc on sait qu'on peut faire le chemin d'une entrée, d'un mot de passe vers un hash MD5. Par contre, l'inverse n'est pas forcément possible. On ne peut pas partir d'un MD5 et faire le chemin inverse. Donc, vous allez me dire comment on va obtenir le mot de passe à partir du HMD5 qu'on a trouvé dans notre leak. Eh bien, partons des faits. Qu'est-ce qu'on sait? Un input donné génère toujours le même output. Donc, à partir d'un mot de passe, vous aurez toujours le même hash en sortie. Un calcul de MD5 est très, très rapide. On a vu qu'on peut en générer 1 million en moins d'une seconde, en une demi-seconde. Donc, pour ça, on va utiliser une technique du brute force qui va consister à tester une à une toutes les combinaisons possibles. Donc, vraiment la technique la plus simple et la plus basique qui soit. C'est la plus facile de toutes les attaques dans le sens où elle ne nécessite pas de connaissances particulières. On teste juste toutes les combinaisons. Donc ça, c'est un exemple de brute force. Donc on va tester, par exemple, si on sait que le mot de passe est sur 5 caractères, on va tester toutes les possibilités sur 5 caractères. Donc on va commencer par A, ensuite B, C, D, etc., 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 jusqu'à tomber sur l'output qui nous intéresse. Donc ici, E, par exemple, si on fait la technique de brute force, c'est qu'on cherche l'output E, D, D, B, A, etc., etc. Et ben, en testant toutes les combinaisons, à un moment, on va tomber sur l'input qui a généré ce hash, et cet input, c'est AAABB, ce qui va être le mot de passe qui va nous intéresser, en fait. Donc, pour ça, on ne va pas le faire à la main. On va utiliser un outil qui s'appelle Hashcat, et c'est un outil très populaire qui permet de faire des techniques de brute force, mais pas que. Et c'est un outil open source très rapide, qui utilise le GPU et l'accélération matérielle. Donc, c'est un très, très bon candidat pour ce qu'on veut faire. Next. Donc, comment ça s'utilise? Donc, c'est un outil que vous installez sur votre poste et puis vous le lancez avec Hashcat avec quelques paramètres. Donc, "-A", ça va être le mode d'attaque. Donc, ça va être du brute force en l'occurrence pour notre cas, mais vous avez différents modes d'attaque, on y reviendra plus tard. Vous avez le "-M" qui est l'algorithme de hachage que vous essayez de craquer. Donc, en fait, Hashcat, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner le hash que vous voulez craquer. Vous allez lui dire, ce hash, c'est du MD5, tu me fais du brute force, et lui, il va tester toutes les combinaisons, et il va vous donner le résultat à la fin. Donc, voici un extrait du coup du leak Last.fm. C'est vraiment le vrai leak qu'on peut trouver sur Internet. On a juste anonymisé les adresses mail et les noms. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les hashes qui sont en MD5. Et on va voir ensemble comment on va craquer ce hash. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va faire un petit cat sur le leak. Voilà. Et on va faire un petit grep sur la ligne qui nous intéresse. C'est l'adresse mail de notre chef. Et là, on a bien le hash qu'on veut craquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser hashcat. On va faire -A3 pour du brute force. -M0, en fait, on va dire à hashcat que c'est du MD5. Et ensuite, on va mettre le hash qui est en MD5 et je vais faire entrer. Du coup, là, je vais laisser... vu que j'ai déjà lancé la démo et j'ai oublié de... Voilà, je vais relancer la commande. Et là, je vais laisser hashcat travailler. Hop, 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 hop. Là,
Là, on voit bien que du coup, H4, il a essayé toutes les combinaisons possibles en 4 caractères, il a essayé toutes les combinaisons possibles en 3 caractères. Et là, si je regarde à la fin, il me dit que le hash a été craqué. Et on a vu ensemble que c'est hyper rapide. Il a mis 4 secondes pour craquer le mot de passe. Il m'a dit que le hash correspond à Easy 1. Voilà. Donc, si je teste ce mot de passe, tac, ça marche toujours pas. Ok, c'est pas grave, on a d'autres pistes. Alors, on a vu que la méthode de brute force est hyper simple à utiliser et que pour craquer un mot de passe de 5 caractères, enfin H4, il a mis même pas 5 secondes. Et du coup, on voulait essayer de craquer un mot de passe avec 6 caractères. On a essayé de rajouter un caractère en plus. Et H4, il m'a annoncé 42 minutes pour tester toutes les combinaisons possibles d'un mot de passe. 42 minutes, ça reste acceptable pour craquer un mot de passe. Et si on ajoute 2 caractères en plus, bah, là, il m'annonce 259 jours. Je sais pas vous, mais perso, je suis pas prêt à attendre un an pour craquer un mot de passe, enfin, ou pour poser mes congés. Je préfère quitter la boîte, quoi. Voilà. Donc là, on voit bien que la méthode de brute force a ses limites et qu'il faut trouver une autre méthode pour craquer les mots de passe. Du coup, là, on va essayer d'ajouter un peu d'intelligence à notre méthode. Et en fait, au lieu d'essayer toutes les combinaisons possibles, là, on va tester uniquement une série de mots de passe potentiels. Ça peut être des prénoms, des couleurs, le nom d'un animal, etc. Parce qu'en fait, tout simplement, on sait que la plupart des utilisateurs choisissent toujours les mêmes mots de passe. Et généralement, c'est des mots de passe qui figurent dans les 500 mots de passe les plus utilisés. Pour ça, en fait, on va se baser sur ce qu'on appelle un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est juste un fichier qui contient une liste des mots de passe qui ont été utilisés par le passé ou qui viennent d'un leak. Par exemple, le dictionnaire le plus célèbre, c'est Rockyu. En fait, Rockyu, c'est le nom d'une société qui a subi un leak en 2009. Et en fait, dans ce leak, il y a 32 millions de comptes utilisateurs. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des mots de passe en clair. C'est-à-dire qu'il y a des mots de passe qui ont été utilisés par des vrais utilisateurs. Et à partir de ces mots de passe-là, on va essayer de craquer d'autres mots de passe. Du coup, il y a d'autres dictionnaires. Et on trouve aussi CrackStation, où on trouve plus de 63 millions de mots de passe, et qu'on peut télécharger d'ailleurs sur leur site. Et on peut aussi construire nous-mêmes notre propre dictionnaire. Par exemple, si je récupère moi-même un leak et que j'arrive à craquer les mots de passe dans ces leaks-là, je peux utiliser ces mots de passe que j'ai réussi à craquer pour craquer d'autres mots de passe. En fait, je construis moi-même mon propre dictionnaire. Comment ça marche? En fait, c'est exactement la même chose qu'une attaque par brute force, mais au lieu d'essayer toutes les combinaisons possibles, on va récupérer les mots de passe qu'on a déjà dans un dictionnaire. On va juste essayer ces mots de passe-là. On va pas essayer toutes les combinaisons possibles. Donc là, c'est exactement la même chose. On va récupérer le premier mot de passe, on va le hasher et on va comparer ce hash-là avec le hash qu'on veut craquer. Donc dans notre cas ici, bah, le hash correspond au mot de passe password qu'on voit ici. Ok, donc revenons à notre leak. On va regarder le leak OVH. Le leak OVH, ça date de mi-2015. Et en fait, c'est plutôt un forum c'est plutôt un forum en fait en OVH. C'est pas vraiment le site OVH qui s'est fait leaker. Voilà, le leak concerne 450 000 données utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce leak-là? Ben, on trouve des logins, l'adresse IP, l'email et le mot de passe qui est en MD5 mais salé. Donc c'est pas du MD5 classique. Là on parle de MD5 salé. Mais du coup, ça veut dire quoi un mot de passe salé? Ce qu'on va voir. Attends bien. En fait, le salage, c'est juste le fait d'ajouter une chaîne de caractères, aléatoire ou pas, à l'information qu'on veut juste avant de le hasher. En gros, on va rajouter une chaîne de caractères
à la suite d'un mot de passe juste avant de le sceller. Par exemple, là, on a le mot de passe foobar. Avant d'appliquer la fonction de hashhash MD5, on va rajouter un cell, puis on va appliquer la fonction MD5 sur l'ensemble enfin sur la chaîne sur le mot de passe plus le cell. À quoi ça sert? En fait, ça sert à nous protéger contre les attaques par dictionnaire et les attaques par brute force, tout simplement parce que ici, ici par exemple, si un attaquant qui a pas le cell, qui essaie de craquer le password foobar, il va tomber sur le vrai hash. Il va réussir à comparer, il sait que ce hash-là correspond au mot de passe foobar. Et une fois aussi qu'il sait que ce hash-là correspond au mot de passe foobar, il voit que Michael aussi, il a le même hash, il peut savoir que Michael, il utilise le même mot de passe que moi. Et par exemple ici, on voit que le mot de passe foobar avec un cell qui n'est pas le même que le cell utilisé pour hacher le mot de passe foobar de Michael. Là, ici, on tombe sur deux hash qui sont différents. Et le cell permet aussi de contrer les attaques par ce qu'on appelle les lookup tables et les rainbow tables. En fait, les lookup tables, c'est c'est une table de correspondance. On peut voir ça dans l'autre sens. Au lieu de hasher le mot de passe et comparer le hash, là, en fait, on a déjà une table qui est pré-calculée. On a la liste des hashes avec la liste des mots de passe qui correspond à ces hashes-là. Donc, pour craquer un hash, il suffit juste de chercher dans la table de correspondance. Est-ce qu'on connaît ce hash-là? Si on connaît ce hash, donc on a le mot de passe qui est associé à ce hash. Et du coup, voici un exemple d'un hash qui est non salé. Donc là, si je vais à CrackStation et je mets ce hash, je fais tac. Là, il me dit que ce hash-là correspond à un exit. Exactement le même mot de passe, mais avec un cell qui n'est pas du coup connu. On ne connaît pas le cell, on connaît juste le hash. C'est exact, mais ça correspond au mot de passe Mixit. Si je fais track le hash, il va me dire je ne connais pas ton hash parce qu'il ne connaît pas le cell. Ici, on a la liste des Rainbow Tables. En fait, les Rainbow Tables, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on peut voir ça comme une amélioration des lookup tables pour gagner du temps en espace. Si vous voulez creuser les Rainbow Tables, je vous conseille d'aller voir ce site-là, Project Rainbow Table. On peut télécharger déjà des tables qui sont prêts. Il y a des vidéos d'explication, etc. C'est super intéressant. Donc, Mika. Donc là, on va revenir à notre leak et on va essayer de trouver le mot de passe de notre chef. Donc on sait que dans ce leak, les mots de passe sont en MD5 salé. Mais dans notre cas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le cell dans le leak de données. Donc en fait, ça revient à une simple attaque, entre guillemets, une simple attaque par dictionnaire. Next. Et même plus précisément, en fait, le forum de OVH qui s'est fait leaker, c'est un forum vBulletin. Et en fait, on connaît déjà l'algorithme qui a permis de hacher les mots de passe. En l'occurrence, c'est du MD5. Ici, comme on peut le voir, voilà. On prend le MD5, le password, on le met en MD5, on concatène avec un cell donné qui nous est disponible dans le leak de données, et on fait un MD5 de tout ce résultat-là. En fait, l'algorithme, on le connaît déjà. Donc finalement, ça reste assez simple de faire le reverse. En fait, on peut, à partir du hash final, on peut très bien faire l'algorithme inverse pour essayer de faire une attaque par dictionnaire et retrouver le paramètre $password. Ici, c'est la seule chose qui nous est inconnue. Faut savoir que dans Hashcat, c'est vraiment un super outil puisqu'on peut assez simplement, donc ça c'est l'extrait du leak. Dans Hashcat, on peut assez simplement, en fait, on n'est pas obligé de se casser la tête à coder le reverse. En fait, on a déjà un paramètre qui nous permet de dire donne-moi le mot de passe qui correspond à ce hash qui a été généré avec l'algorithme vBulletin. En fait. Donc, par exemple, Oussem a fait un H4-L pour essayer de récupérer les différents paramètres qu'on peut utiliser. Il se trouve que l'algorithme vBulletin a déjà été implémenté dans H4.
Donc en fait, ça nous simplifie grandement, grandement les choses. Même s'il n'avait pas été implémenté dans H4, rien ne nous aurait empêché de coder en fait cet algorithme, ce même algorithme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser H4 pour faire une attaque par dictionnaire à partir du leak qu'on a récupéré. Donc on va faire une attaque par dictionnaire et on va lui dire utilise l'algorithme vbulletin. Voilà. Et on va lui donner le hash qui nous a été fourni dans le leak de données. Hop, qui est celui-ci. Hop, et là on va laisser tourner H4. On va lui donner le dictionnaire RoQ. Donc, on l'a un peu simplifié parce que le dictionnaire RoQ est assez énorme. Donc, on l'a un peu simplifié pour la démo, mais dans l'idée, vous pouvez donner la totalité du dictionnaire. Ça prendra juste potentiellement plus de temps à tester tous les cas. Vas-y. Ok, donc là, on voit que H4 a fait pas mal de choses. Il a utilisé le dictionnaire pour en fait faire une attaque par... Il a utilisé le dictionnaire RoQ, il a utilisé toutes les entrées du dictionnaire pour faire une attaque par dictionnaire. Et il se trouve qu'à la fin, il est arrivé à nous craquer notre mot de passe. Donc, à partir du hash en entrée, ici, on sait que en fait, ce hash correspond au mot de passe, point d'exclamation, Superman 1, 2, 3. Donc déjà, on n'est plus sur des mots de passe simples, entre guillemets, puisque certains pourront peut-être reconnaître leurs habitudes de mot de passe. Donc maintenant qu'on a ce mot de passe en clair, on va pouvoir le tester en fait sur notre application et vérifier est-ce que c'est le bon mot de passe, est-ce qu'on va enfin pouvoir prendre nos congés. Ah, bah ça ne marche pas. Bon, bah de toute façon, c'est pas grave, il nous reste d'autres possibilités. Il nous en reste deux encore. Il nous reste le leak LinkedIn et le leak Dropbox. Donc, on va passer au leak, à la fuite de données chez LinkedIn, qui est quasiment une des plus connues, hein, parce qu'elle a vraiment touché énormément d'utilisateurs. Donc, fuite de données qui a lieu en 2012 et 2016, qui a touché 165 millions de données utilisateurs. 165 millions, c'est énorme. Donc là-dedans, on avait les emails et les mots de passe en SHA-1. Cette fois, c'est plus du MD5, il n'y a pas de sel, c'est du SHA-1. Classique. Donc, l'information importante ici, c'est que les mots de passe sont sous la forme d'un hash SHA-1. Et donc, vous pouvez me demander qu'est-ce qu'un hash SHA-1 ? C'est ce qu'on va tenter d'expliquer. Donc, en fait, un SHA-1, c'est une fonction de hachage. C'est comme MD5. Vous pouvez voir ça très grossièrement comme l'équivalent de MD5, mais un peu plus safe. Déjà, elle produit des hashes un peu plus longs, ce qui permet d'éviter des collisions. Mais comme MD5, pour un input donné, vous aurez toujours le même hash en sortie. C'est le même principe, exactement le même principe. Next. Voilà. Par exemple, si je fais le SHA-1 de la chaîne de caractères malt, par exemple, je vais avoir cet output en entrée, donc une chaîne hexadécimale de 40 caractères. Et si je fais SHA-1 malt 2019, pareil, j'ai cette chaîne en sortie qui est une chaîne hexadécimale de 40 caractères. Alors, SHA-1, c'est très rapide, mais quand même moins que MD5. C'est 2 fois moins rapide, en gros. Sur la même machine qu'on a utilisée pour faire le calcul de MD5, on a généré 1 million de hash en environ 700 millisecondes, donc c'est presque 2 fois plus long qu'un MD5. Mais ça reste très rapide. Très rapide. Alors, reprenons ce leak LinkedIn. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on a essayé une attaque par dictionnaire qui n'a rien donné. On ne va pas refaire la démo, ça ne sert à rien. On a fait une attaque par brute force qui n'a rien donné non plus. Okay. Donc, on a essayé de trouver d'autres pistes. Et pour ça, on s'est dit, et si on ajoutait un peu d'intelligence pour rendre notre attaque plus flexible et efficace? Donc, pour ça, on va introduire une sorte de moteur de règles. Pour ça. Donc, on va plutôt que de faire des attaques qui n'ont pas d'intelligence, une simple attaque par dictionnaire ou brute force, ce n'est pas très intelligent, on va essayer de rendre l'attaque un peu plus intéressante. Donc, qu'est-ce qu'une attaque avec un moteur de règles? Donc, ici, on va partir du même principe, on va partir d'un dictionnaire en entrée. Et en fait, plutôt que se dire on va juste tester les entrées une à une, pour chaque entrée, on va générer des variations. Donc, par exemple, à partir de l'entrée password, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer dans un moteur de règles et on va générer plusieurs variations. Donc, par exemple, on va tester password, mais on va aussi tester password concaténé d'une suite de chiffres un peu courante. Donc, par exemple, 1, 2, 3. On va essayer de changer la casse en mettant le mot de passe en majuscule ou en mettant juste toutes les lettres en majuscule ou juste la première lettre, en concaténant avec un point d'exclamation et en essayant de faire des variations un peu plus élaborées, par exemple en remplaçant le A par un arrobas, etc. Donc, on va essayer de générer tout un tas de variations pour essayer d'anticiper ce qu'aurait pu faire un utilisateur classique, essayant de générer un mot de passe entre guillemets compliqué.
Donc ça permet une manipulation assez complexe de tous les mots du dictionnaire. Donc pour ça, H4, qui est vraiment un super outil, encore une fois, nous fournit un ensemble de règles par défaut. Donc par exemple, best64, LitSpeak, qui permet de générer des variations au format lit. Vous savez, où on remplace le A par des arrobas, le O par des zéros, etc., etc. Donc ces règles, en fait, couvrent au final les cas d'utilisation les plus courants. C'est-à-dire que la plupart des utilisateurs, en fait, vous, moi, on va utiliser à peu près généralement les mêmes variations. On va prendre un mot de passe et on va concaténer 1, 2, 3. Parfois, on va mettre un point d'exclamation. Donc, en fait, ces règles par défaut couvrent la majorité des cas. Et c'est intéressant parce qu'on utilise les fonctions de base d'H4. On n'a pas à recoder des choses de notre côté. On verra plus tard ce qu'on peut faire si on a besoin de recoder quelque chose. Next. Donc ça, c'est un extrait du leak LinkedIn. Encore une fois, on a essayé de l'anonymiser, mais ce que vous avez là-dedans, en fait, ce sont les emails et les mots de passe au format SHA-1. Donc format SHA-1, on le reconnaît parce que c'est une chaîne de caractères sur 40 caractères hexadécimales. Vous auriez pu utiliser les outils qu'on a vus précédemment, HID par exemple, pour éviter de vous rappeler toutes ces règles-là. Néanmoins, de toute façon, ça a été rendu public assez vite que les H étaient des SHA-1, en l'occurrence. Donc, du coup, à partir de ce leak-là, on va essayer de récupérer le mot de passe. Ce qu'on va faire, déjà, on va faire un petit cat. On va voir à quoi ça ressemble le leak LinkedIn. On l'a vu déjà ensemble dans le screenshot. On a bien les hash qui sont en MD5. On a quelques adresses mail. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit grep pour récupérer la ligne qui nous intéresse. Ici, on a l'adresse mail et le hash qui est en SHA-1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une attaque par dictionnaire, mais avec une règle. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit H4, moins A pour dire par dictionnaire, et ensuite, on va faire moins M 100, en fait 100 pour dire pour dire à H4 que le H qu'on va essayer de craquer, c'est du SHA-1. Donc là, si je fais un H4 help grep SHA-1, il va me dire que c'est 100. Et ici, je vais mettre le H que je veux craquer, et ensuite, je vais lui dire, utilise les règles par défaut. Parce que H4, il vient avec ensemble de règles fournies par défaut. Et je vais lui dire d'utiliser la règle best64. Je lance H4. On attend un tout petit peu. Ah, en fait, j'ai oublié de passer le dictionnaire. Tout va bien. C'est une attaque par dictionnaire. Donc, il faut avoir un dictionnaire. Hop. Je lance l'attaque. Et hop. Pareil, en fait, il a mis que quelques secondes. Et là, il me dit que ce hash-là, il correspond au mot de passe 51 namtab point d'exclamation. Donc, si je regarde dans le dictionnaire que j'ai utilisé, en fait, moi j'ai utilisé le dictionnaire Rockview. Donc, si je regarde dans Rockview, là je vais me lancer en mode Vim, c'est pas grave. Et là, je vais chercher le mot de passe, juste pour vous prouver que ce mot de passe-là n'existe pas dans ces dictionnaires, mais c'est H4 qui a appliqué quelques règles sur le dictionnaire pour tomber sur la chaîne de caractères 51 namtab. Donc, En si je l'occurrence, regarde la liste des règles Batman. que j'ai fournies à H4, donc rules base 64. Du coup, là, c'est l'ensemble des règles qu'il a utilisé H4 c'est l'ensemble de transformations qu'il a fait sur les mots qu'il a trouvés dans le dictionnaire. Un peu là, deux points aussi, ça veut dire que tu fais rien en fait. L'input, c'est la même chose que l'output. Le R, c'est le reverse pour dire tu inverses, je te passe une chaîne de caractères, tu me l'inverses. Et en fait, c'est la règle qu'il a utilisée H4 pour trouver notre mot de passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais y arriver. Hop. En fait, tout simplement, le mot de passe qu'il a trouvé H4, c'est point d'exclamation Batman 15 en fait. Il a appliqué la fonction reverse sur ce mot de passe là. Du coup, ça donne 51 namtab point d'exclamation. Voilà. Là, on a trouvé. Il faut juste que je le trouve. Le mot de passe qui est. Donc, si je fais un petit show. Le mot de passe qu'on a trouvé, c'est 51 namtab point d'exclamation. Donc, je vais tester ce mot de passe. Est-ce que c'est le bon?
Toujours pas. OK, donc il nous reste un dernier leak. J'espère qu'on va réussir à trouver ce mot de passe. On va passer au leak Dropbox. Le leak Dropbox, il date de 2012 et il y a environ 68 millions de données utilisateurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce leak-là? On trouve les adresses mail et on trouve les mots de passe qui sont en SHA-1 salé ou en bcrypt. D'après les rumeurs, en fait, Dropbox s'est fait hacker grâce ou à cause de LinkedIn. En fait, c'est juste le mot de passe d'un employé de Dropbox se trouvait dans le leak LinkedIn, il n'a pas changé. Du coup, l'attaquant il a réussi à s'introduire sur le site de Dropbox. Donc, ici, on a les mots de passe qui sont en SHA-1 salé et des mots de passe qui sont en bcrypt. Vu qu'on n'a pas le cell pour le SHA-1, donc c'est quasi impossible de craquer ce mot de passe-là. On va s'intéresser plus au hash de type bcrypt. Et qu'est-ce qu'un hash de type bcrypt? En fait, c'est la même chose qu'un hash de. Enfin, c'est le même principe qu'un hash MD5 ou un hash SHA-1. Bcrypt, c'est une fonction de hachage. Mais dans le hash bcrypt, on trouve un cell. Par défaut, dans un hash bcrypt, il y a un cell. Donc, on est protégé contre les attaques de type lookup table et rainbow table. Et dans le hash bcrypt, il y a un paramètre qu'on appelle le facteur de coût. Le facteur de coût, ça va impacter le temps de génération d'un mot de passe, enfin d'un hash bcrypt, pardon. C'est le nombre c'est le nombre d'itérations utilisées pour générer le hash final. Donc ça rend les attaques par brute force plus difficiles. Parce que si on augmente ce facteur de coût, le temps de génération du hash va être plus long. Donc le temps d'attaque va être aussi plus long. Enfin, le temps d'attaque. Et pour un input donné, contrairement au SHA-1 et MD5, pour un input donné, si on applique la fonction bcrypt, ça n'a pas donné le même output. Par exemple, ici, si on fait bcrypt de malt, on a ce hash-là. Si on refait bcrypt de malt, on a un autre hash. Parce que dans le hash, il y a le salt, il y a le cell qui va changer. Donc, ça ne va pas donner le même hash. Puisque le cell, il est dans le hash. Pareil pour malt 2019. Donc, voici à quoi ça ressemble un hash bcrypt. On trouve 4 parties. La première partie, c'est le type du hash. Ici, c'est bcrypt. Ensuite, on a le facteur de coût. Après, on a le cell qui est sur 22 caractères. Et à la fin, on trouve le hash. Je vous ai déjà parlé du facteur de coût et l'impact aussi sur les performances. Donc là, on a fait le test sur nos machines. Avec un facteur de coût à 12, en fait, on met 264 millisecondes pour générer un hash bcrypt. Si on augmente le facteur de coût, en fait, le temps de génération à chaque fois il double. Donc ici, il y a un choix à faire entre performance et sécurité. Quand vous développez une feature, par exemple le DOTONT ou une feature d'inscription, il faut bien choisir le facteur de coût. Il ne faut pas choisir un facteur de coût très faible, mais tout dépend de votre serveur, tout dépend de l'infra que vous utilisez derrière. Et est-ce que vous avez envie que votre utilisateur passe 8 secondes à attendre pour qu'il se log, par exemple. Donc, il y a un compromis à faire entre performance et sécurité. Donc, pour revenir au leak Dropbox, donc ici, avec Mika, on a essayé une attaque par dictionnaire, ça n'a rien donné. On a essayé une attaque par brute force, on n'a rien trouvé. On a passé quelques jours, mais ça n'a rien donné. Et on a essayé aussi les règles par défaut en fait, qui sont fournies par H4. Ça n'a rien donné non plus. Donc on s'est dit, on connaît un peu notre chef. On connaît à peu près sa date de naissance. On sait qu'il est né dans 1950, dans les années 1950. Et on connaît ses habitudes de mot de passe. En fait, on a déjà parlé avec lui. Il est un peu fier, il se dit qu'il est geek, etc. Il nous a donné quelques pistes.
Du coup, on s'est dit, on va écrire notre propre règle H4. Et pour écrire une règle H4, en fait, c'est hyper simple parce que H4 nous donne, déjà des fonctions qu'on peut utiliser dans nos règles. Donc là, c'est un screenshot qu'on a pris du site H4 et on trouve la liste des fonctions qu'on peut utiliser dans nos règles. Par exemple, le 2 points, c'est pour rien faire. Le L pour lowercase. Si on donne un input ou avec un majuscule, ça va donner ça va donner ça comme output. On a des règles de reverse, de duplicate, etc. Donc on va utiliser ces fonctions-là pour créer notre propre règle. Du coup, voici un exemple. Par exemple, si on veut ajouter une date de naissance ou un chiffre à la fin d'un mot de passe pour le rendre plus robuste, la règle c'est $5. En fait, la fonction c'est $ et 5 c'est la valeur. Ici, il va rajouter 5 à la fin de chaque mot dans le dictionnaire, par exemple. Donc, si on veut tester toutes les années de 1970 à 1990, on a deux choix. Soit on écrit une règle où on met $1, $9, $7, $0, $1, $2, etc. Du coup, jusqu'à 1990. Ou il y a aussi un binaire en fait qui est fourni avec H4 qui s'appelle Mask Processor, en fait, qui va permettre de générer la règle pour nous. Juste avec cette ligne de commande, il va générer ce fichier avec toutes les possibilités. Il va générer la règle pour nous. Voilà, Mika. Donc ça, c'est un extrait du leak Dropbox, ici. Donc on a tous nos mots de passe qui sont soit en SHA-1, soit en Bcrypt. Donc avec ce qu'on sait, on est capable de déterminer assez facilement quels sont ceux qui sont en SHA-1 ou quels sont ceux qui sont en Bcrypt. Puisque là, par exemple, sur cette capture d'écran, on a toute la première partie de leak qui commence par $2A. $2A, c'est aussi un signe que c'est du Bcrypt. Et le reste étant en SHA-1. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser en fait les informations qu'on connaît sur notre chef. Donc, on a déjà codé les règles associées. Donc, par exemple, commençons par regarder le leak. Voilà. Donc, ça, c'est le leak Dropbox. Trouvons la ligne qui nous intéresse. Voilà, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est du Bcrypt. Super. Donc, on voit que c'est du Bcrypt avec un facteur de coût de 8, d'ailleurs. OK. Donc là, on va faire une attaque par dictionnaire avec les règles qui vont nous intéresser. Donc, on sait qu'il est né dans les années 50. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre dictionnaire avec toutes les combinaisons de 1950, 1951, 1952, 1953, etc. etc. Et l'autre règle qu'on va utiliser, c'est la règle de lit. On sait que notre chef est un peu geek, il est assez fier. Il nous a dit un jour que pour avoir des mots de passe robustes, il faisait souvent du lit, par exemple. Donc, il remplace le A par un arrobas, etc., etc. Donc là, Oussem est en train de paramétrer H4 avec les différentes règles qu'on a écrites. On va vous montrer les règles après. Et là, voilà, la règle pour l'année de naissance. Et on va partir d'un dictionnaire OQ. Donc là, on l'a encore plus simplifié, le dictionnaire. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est pour la démo, pour que ça aille un peu plus vite. Étant donné qu'on a un facteur de coût de 8, générer un HBCrypt, c'est assez coûteux. Donc on ne peut pas faire tout le dictionnaire, ça prendrait énormément de temps. Donc on l'a réduit à quelques entrées. Mais vous avez l'idée. Si vous avez le temps, vous pouvez utiliser un dictionnaire tout à fait complet. OK. Donc là, H4 il tourne. Donc on voit déjà que Bcrypt, c'est quand même un peu plus long que les autres. D'ailleurs, si tu montrais le nombre de lignes sur le... Tu peux montrer le nombre de lignes sur le dictionnaire Roku Lite qu'on a utilisé, juste pour montrer un peu le temps que ça a pris par rapport à la taille du dictionnaire. C'est très, très long, en fait. Tu m'entends pas, Oussem? Bon, c'est pas grave. Pardon, Je disais, j'ai pas entendu. tu peux montrer le nombre de lignes sur le dictionnaire Roku Lite pour montrer que l'attaque a pris beaucoup de temps par rapport à la taille du dictionnaire. Ouais. Voilà. Donc là, il n'y a que 500 lignes. 500 lignes, c'est très très peu. Hein, c'est vraiment, on l'a réduit au minimum. Et ça a déjà pris presque 15 secondes, on va dire.
20 secondes même presque, ce qui est très très long. Donc vous vous rendez compte qu'avec du bcrypt et une attaque par brute force, c'est quasiment impossible. En l'occurrence ici, on a réussi à trouver le mot de passe en clair qui est ici, qui est la combinaison de plusieurs règles, et notamment 1959, l'année de naissance, et du leak, qui correspond donc à Kaizen ici, avec le i qui a été remplacé par un point d'exclamation, etc., etc. Donc voici les règles qu'on a utilisées. Donc ça, c'est la règle pour l'année de naissance ici, et la règle, voilà, et la règle pour le lit, un peu plus après, voilà, ici. Donc on remplace le a par un arrobas, le e par un 3 et le i par un point d'exclamation. Évidemment, c'est des règles assez simples. C'est pour la démo. Vous pouvez imaginer des règles beaucoup plus élaborées. Testons ce mot de passe maintenant. Hop. Et voilà, on a gagné. Donc Oussem, tu es content, tu vas pouvoir prendre tes congés. Non, en fait, c'était tout scénarisé, évidemment, pour arriver à certaines informations. Donc, on va faire une petite conclusion ici. Donc, on a récupéré le password en plain text dans un leak. On a fait une attaque par brute force. On a fait une attaque par dictionnaire. On a fait une attaque avec les règles fournies par défaut. Et on a fait les attaques avec une règle qu'on a écrite nous-mêmes. Mais au final, on y est arrivé. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais on y est arrivé. Excusez-moi. Oui. Désolé, excusez-moi. C'est ma fille qui était derrière. Vas-y, next. Ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé. Alors, vous pouvez me dire, mais maintenant qu'on sait tout ça, quel est notre rôle, nous, maintenant, en tant que dev, en tant que product owner, product manager, voire CTO? Tout simplement, c'est de sensibiliser les gens au fait qu'utiliser des mots de passe peu robustes, c'est très dangereux. Alors déjà, nous, en tant que dev, notre responsabilité, c'est de ne jamais stocker un mot de passe en clair, évidemment. Ça, c'est le pire du pire. En tant que manager, CTO, dirigeant de société, vous devez forcer vos utilisateurs à utiliser des mots de passe robustes. On voit que déjà, passer de 5 à 8 caractères, ça rend quasiment impossible les attaques par brute force. En tant que dev, on ne va pas utiliser les algorithmes de hachage déconseillés, MD5 et SHA-1, ça en 2020 on oublie. Mettre en place le 2FA, le Two-Factor Authentication, c'est quand même hyper important parce que, comme on l'a vu, s'il y avait eu du 2FA chez Dropbox en 2012, ils n'auraient pas eu de leak de données. Et évidemment, votre rôle en tant que product owner, c'est d'imaginer des fonctionnalités où vous avertissez les utilisateurs d'un comportement anormal. Et évidemment, vous devez sensibiliser les gens, votre famille, vos amis, que utiliser le même mot de passe partout sur tout un tas d'applications, c'est pas une bonne idée. Stocker un mot de passe en clair, pour info, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est même arrivé encore à Google il n'y a pas si longtemps, puisque l'article date du 22 mai 2019. Et il est apparu que Google a stocké des mots de passe en clair pendant 14 ans. Alors évidemment, vous allez me dire, Google, ils ont fait n'importe quoi, oui. Mais n'empêche qu'on ne peut pas les considérer comme étant mauvais. Ils ont fait une erreur. Donc si eux font ce genre d'erreur, ça peut arriver à vous, à nous, ça peut arriver à tout le monde, en fait. Tout simplement. Utiliser Avail Beanpwn, c'est très intéressant, que ce soit en termes pour vous individuellement, savoir si votre mot de passe est dans un leak. Alors dans Avail Beanpwn, vous pouvez savoir si votre email est dans un leak de données. Vous pouvez aussi savoir si le mot de passe que vous utilisez couramment, il y a une autre fonctionnalité sur site, est déjà présent dans un dictionnaire sous forme de HSHA-1 ou HMD5. Considérez que si votre mot de passe que vous utilisez est présent dans un dictionnaire, ça veut dire qu'il est public. Considérez ça. Vous avez aussi une API qui vous permet que vous pouvez intégrer sur vos sites, vos applications. Alors, vous n'envoyez pas des mots de passe en clair, il y a tout un algorithme de cas anonymisation qui est fait. Donc, vous inquiétez pas, vous ne testez pas vos mots de passe en clair directement. Vous pouvez aller voir les détails sur le site, tout est très bien expliqué, mais c'est vraiment un site très intéressant. Ce n'est pas que tester si votre email est dans un leak. Ce n'est pas que ça. Next. S'il y en a qui veulent aller plus loin, nous, on s'est centré sur H4, qui est un super outil. Il existe plein d'autres outils qu'on aurait pu montrer, mais bon, ce n'était pas le cadre de cette présentation. Mais par exemple, John the Ripper, c'est très connu. Rainbow Crack, c'est très, très connu aussi. Et évidemment, vous devez utiliser des mots de passe, des password managers. Donc, vous en avez plein qui existent. KeePass, LastPass, OnePassword, Dashlane, c'est les plus connus. Mais vous pouvez imaginer d'autres. Il en existe sûrement plein d'autres. Je n'ai pas de préférence sur le password manager que vous utilisez, juste utilisez-en un. Voilà.